Le 13 septembre 2014, Anna Graham, une jeune femme de 18 ans, est vue pour la toute dernière fois près d'un restaurant à Charlottesville, situé dans l'État de Virginie, aux États-Unis. Ses amis vont alors perdre son contact aux alentours d'1h20 du matin après un ultime SMS. Vont s'en suivre alors 10 jours de néant total puisqu'Anna ne donnera plus aucun signe de vie. Alors où est-elle? Pourquoi personne n'a de ses nouvelles? Que lui est-il arrivé? Et surtout, qui était cet homme avec qui elle se trouvait ce soir-là? Sa famille, ses amis, la police vont partir à sa recherche pendant des jours jusqu'à ce que l'impensable soit découvert. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et encore une fois c'est une histoire sordide que je vous présente aujourd'hui. Une histoire qui s'est passée à Charlottesville dans l'État de Virginie aux États-Unis, ça s'est passé en 2014 et vous allez voir que ce drame va permettre de résoudre un autre crime similaire commis 5 ans avant cette affaire et vous allez très vite comprendre au fur et à mesure de l'histoire qu'il y a d'autres disparitions, d'autres crimes dans l'État de Virginie qui sont aujourd'hui non résolus et qui peuvent être reliés à cette affaire. C'est parti. Direction donc Charlottesville. Charlottesville, c'est une ville plutôt tranquille au sud de Washington. C'est ici que vit Anna Graham, c'est une jeune femme de 18 ans. Et en fait, elle est arrivée ici quand elle avait 5 ans avec ses parents. Elle est originaire de Grande-Bretagne. Elle est née précisément à Reading. Elle est étudiante à l'université. Elle se destine à travailler dans le domaine de la santé et elle aimerait, ça c'est son rêve, rejoindre un jour l'Organisation mondiale de la santé. C'est son objectif ultime, elle aimerait travailler pour cette organisation. Elle a son petit appartement dans le centre de Charlottesville depuis quelques mois, mais elle reste encore très proche de ses parents, elle les a souvent au téléphone et ses parents connaissent quasiment son emploi du temps par cœur. Ils savent où elle se trouve, à quel moment, ils savent avec qui elle est, avec qui elle traîne, en théorie en tout cas. Pourtant, et on va très rapidement arriver au fait, tout va basculer précisément dans la nuit du 13 au 14 septembre 2014, puisqu'Anna ne donnera à partir de là plus aucun signe de vie. C'est à 1h20 précisément du matin qu'elle enverra son tout dernier SMS à ses amis. Elle expliquera qu'elle part d'une soirée pour rejoindre une autre fête, mais qu'elle s'est perdue dans la ville. Alors pour comprendre la chronologie de sa soirée et pour comprendre son cheminement ce soir-là, il faut se référer aux vidéosurveillances de la ville de Charlottesville. À 23h50, le vendredi 13, minuit moins 10, Anna est vue physiquement pour la dernière fois par ses amis au Camden Plaza Apartments. Elle vient de passer le début de soirée dans le bloc 200 de la 14e rue. Une heure plus tard, à minuit 45, donc le samedi, Anna va être enregistrée sur une vidéo de surveillance à l'extérieur du pub McGrady's sur la rue Grady. La vidéo n'est pas de très bonne qualité, mais on peut y apercevoir et y distinguer Anna. 10 minutes plus tard, soit minuit 55, Anna est vue sur une autre vidéosurveillance de la station Shell sur l'avenue Preston. On continuera de la suivre aux alentours d'1h du matin puisque des témoins vont signaler avoir vu Anna au centre-ville de Charlottesville. Et puis à 1h06, la vidéo de surveillance va continuer de filmer Anna et va la montrer en train de marcher vers l'est le long d'un centre commercial. À 1h08, le samedi, donc matin toujours, devant un magasin, et puis à 1h20, il y a ce fameux texto où elle explique à ses amis qu'elle s'est perdue vers la rue Wertland, et à partir de là, plus personne n'aura des nouvelles d'Anna. Mais quand on prête un petit peu plus attention aux images, on s'aperçoit que quelqu'un la suit durant son périple, durant son parcours. Et selon des témoins qui ont vu Anna ce soir-là, elle n'avait pas l'air dans son état normal, et c'est vrai que quand on regarde certaines vidéos, on a l'impression qu'elle titube quelque peu, comme si elle avait beaucoup bu. Et il y a un témoin d'ailleurs qui l'aurait aperçu en compagnie d'un homme près d'un restaurant ou près d'un bar, c'est pas vraiment précis, et que cet homme avait une attitude assez agressive envers Anna. D'ailleurs, elle a été vue plus tard près du véhicule de l'homme en question, et elle aurait crié, toujours selon le témoin, je cite, « Je ne veux pas monter dans la voiture avec toi ». Et c'est la dernière fois, à partir de là, qu'on verra Anna vivante. Alors évidemment, l'homme en question va être très vite identifié, notamment grâce à cette image. Il s'appelle Jesse Matthew, il a 32 ans, il travaille à Charlottesville. À ce moment-là, il travaille dans un hôpital. Et d'ailleurs, il vient d'avoir une petite promotion
puisqu'il est maintenant chargé de s'occuper des patients aux urgences. Et tous ses collègues s'accordent à dire que Jesse est un homme heureux, est un homme adorable, qu'il a l'air bien dans ses baskets, il est serviable, il est poli, rien ne laisse penser que Jesse pourrait être un prédateur. Un garçon donc aux apparences sages selon ses collègues, mais qui cache bien des secrets comme le montre son casier judiciaire. Il a été condamné en 2010 pour effraction et en 2009, il a aussi été mis en examen pour agression et tentative de vol, mais à ce moment-là, il n'y a pas eu de suite. Et puis mine de rien, c'est le dernier à avoir vu Anna et c'est lui qu'on voit sur les images des caméras en train de suivre Anna. Alors forcément, les policiers ont plein de questions à lui poser, ils vont l'interroger comme simple témoin d'abord, ils vont également fouiller son appartement et puis il sera relâché dans la foulée faute de preuves. Là, c'est le samedi au soir, je rappelle que Anna vient de disparaître dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis tout va s'accélérer le mardi qui suit, soit 3 jours après la disparition d'Anna, 3 jours après que Jesse ait été interrogé par la police. Les policiers vont avoir assez d'éléments pour finalement mettre en examen Jesse pour enlèvement. Le problème, c'est que pendant ce laps de temps, Jesse s'est fait la malle, il s'est barré, il s'est carapaté, il est introuvable. Un mandat d'arrêt va être lancé pour essayer de le retrouver parce que les policiers le suspectent d'avoir drogué et d'avoir enlevé Anna. Et en parallèle de rechercher Jesse, les recherches actives pour retrouver Anna, qui est toujours portée disparue, continuent. Des milliers de personnes sont présentes et aident la famille aux recherches, appuyées par le FBI qui est arrivé en renfort. Et il y a même d'ailleurs à ce moment-là une récompense de 100 000 $ qui est offerte à quiconque mènerait à Anna, quiconque donnerait des indices pour retrouver Anna. Mais les chances de la retrouver vivante s'amenuisent plus les jours passent. Le 24 septembre, soit 10 jours après la disparition d'Anna, alors que la jeune femme est toujours introuvable, Jesse Matthew, lui, est arrêté sur la côte du golfe du Mexique au Texas. Mais l'enquête ne fait que commencer finalement parce que Anna n'a toujours pas été retrouvée et Jesse ne parle pas. Et on commence à comprendre qu'on ne retrouvera jamais Anna vivante. Et d'ailleurs, le dernier espoir des proches de retrouver la jeune femme vivante s'éteint le samedi 20 octobre 2014, soit 1 mois après l'arrestation de Jesse. La police de Charlottesville annonce qu'elle vient de découvrir des restes humains dans une propriété abandonnée aux abords de la ville. Des restes qui appartiennent, c'est confirmé par l'autopsie, à Anna. Et donc là, on passe d'une enquête pour enlèvement à une enquête pour enlèvement suivie de meurtre. Et Jesse va devoir fournir des explications. Mais il y a quelque chose qui va alerter les autorités et qui rend cette tragédie encore plus incroyable. Le corps d'Anna a été retrouvé quasiment au même endroit, dans la même région que celui de Morgan Harrington en 2009. Morgan Harrington, c'était une étudiante qui étudiait dans la même université qu'Anna. Elle était âgée de 20 ans et elle aussi, elle a soudainement disparu alors qu'elle assistait à un concert avec 3 de ses amis, un concert de Metallica à la John Paul Jones Arena, donc dans son université à Charlottesville. Sauf que pendant l'entracte, elle s'absente, elle explique à ses amis qu'elle doit aller aux toilettes, mais elle ne reviendra jamais à sa place. Ses amis vont essayer de l'appeler à 20h48, ils vont la voir au téléphone et là, elle leur explique quelque chose d'inimaginable. Elle leur explique qu'elle est enfermée à l'extérieur de l'arène et que selon la politique de non-retour, toute sortie est définitive et donc elle ne peut pas retourner à sa place. Elle dit à ses amis, écoutez, profitez du concert jusqu'à la fin, moi je rentre chez moi par mes propres moyens, on se verra plus tard, on s'appelle. Fin de la conversation. Et effectivement, selon des témoignages, elle l'est vue pour la toute dernière fois, physiquement, à 21h30, en train de faire de l'autostop sur un pont voisin. Et il y a d'autres témoignages qui vont arriver, puisque certains vont la voir discuter avec un homme, dont voici le portrait robot qui a été fait à l'époque. Dernière fois qu'on voit Morgan vivante en octobre 2009 et en novembre 2009, soit quasiment 1 mois, son t-shirt, le t-shirt qu'elle portait le soir de sa disparition, est retrouvé, recouvert de sang, à l'extérieur d'un immeuble à environ 1 km de l'université, 1 km du concert. Son sac à main contenant sa pièce d'identité et son téléphone portable, qui a d'ailleurs été cassé, ont été retrouvés, eux, dans un camping à quelques mètres de là où on a retrouvé son t-shirt. Et c'est au début d'année 2010, en janvier 2010, le 26 précisément, que son corps va être découvert par un fermier à environ 16 km de l'arène, 16 km du lieu de sa disparition, dans une région éloignée, assez loin d'un accès routier. Sa mort, selon l'autopsie, a été extrêmement violente puisque ses 2 bras ont été cassés. Et sa mère, qui s'appelle Jill, témoignera un peu plus tard et expliquera
que sa fille a été violée. Et ce qui est dingue à ce moment-là, après le meurtre de Morgan Harrington, c'est que la police va déterminer un lien médico-légal entre le meurtre de Morgan, qu'on vient donc de découvrir, et une agression sexuelle qui a eu lieu à Fairfax en septembre 2005. Là, la police comprend qu'ils ont affaire peut-être à un tueur en série. En tout cas, ils savent que le tueur connaît extrêmement bien la zone. Cette notion de tueur en série, les parents de Morgan qui viennent donc de perdre leur fille dans d'atroces souffrances, y pensent. Ils donnent des interviews dans la presse, à la télé, dans des réunions publiques. Ils disent que leur fille a été tuée par un tueur en série, sauf que ce n'est pas prouvé à ce moment-là. Pour eux, un tueur en série vit en Virginie, que ça s'est produit et que ça continuera de se produire. Donc vous l'avez compris, à l'époque, en 2009, le meurtre de Morgan n'a jamais été élucidé, on n'a jamais trouvé le coupable, jusqu'à le meurtre d'Anna et la récente arrestation de Jesse qui vient d'être confondue par son ADN. Et donc, si Jesse a tué Anna et a tué Morgan, c'est lui aussi qui a commis l'agression sexuelle en 2005. D'ailleurs, le portrait robot qui a été fait à l'époque et la description physique qui a été faite à l'époque de Jesse correspond à l'homme qu'on a en face de nous à ce moment-là, puisqu'en 2005, eh bien, la police décrit l'homme qui a agressé cette femme comme étant noir de peau, âgé d'environ 25 ans, assez large de corpulence, portant une barbe et des dreadlocks. Il avait attaqué la victime alors qu'elle rentrait chez elle, il l'avait attrapée par l'arrière, l'avait conduite dans une zone boisée, située derrière des habitations, et avait pris la fuite ensuite parce qu'il a été surpris, il n'a pas eu le temps à ce moment-là de finir ce qu'il a commencé. C'est peut-être ce qui a sauvé cette jeune femme en 2005, c'est qu'il a été pris sur le fait par des passants qui ont vu ce qui se passait. En plus de ça, les médias américains vont s'approprier l'affaire et vont ressortir des choses de la vie passée de Jesse. C'est comme ça qu'on apprend que Jesse aurait aussi été accusé d'un viol commis en 2002 à l'université de Lynchburg. Mais en 2002, encore une fois, aucune charge n'a été retenue contre lui. 3 crimes, 2 meurtres et une agression sexuelle, voire peut-être une autre agression sexuelle en 2002. Et ça continue. On apprend que Jesse a aussi été accusé à 2 reprises d'agression sexuelle dans 2 collèges, 2 universités de Virginie différentes, alors qu'il les fréquentait en tant qu'étudiant et en plus il y était footballeur puisqu'il faisait du foot américain. Il a quitté à chaque fois immédiatement les universités. Dès qu'une jeune femme l'accusait, hop, il prenait ses affaires et il partait. Ces agressions signalées se sont produites à 11 mois d'intervalle lorsque Jesse est passé de l'université évangélique Christian Liberty de Lynchburg à l'université Christopher Newport à Newport News. Et vous allez voir que les villes sont importantes puisqu'on va en reparler dans un instant. La police a enquêté à chaque fois sur ces agressions, mais dans aucun des 2 cas, une affaire pénale n'a été engagée contre lui. On va remettre en avant cette notion de serial killer. Si Jesse était un serial killer, c'est une vraie question. Si c'était le cas, et les policiers se le demandent, pourquoi a-t-il autant mis de temps entre 2 meurtres, 2009, 2014, il y a un creux entre 2009 et 2014. Si c'est vraiment un serial killer parce qu'il en a le profil, il y a forcément autre chose qui s'est passé. Même peut-être avant 2009, dans les années 2000, il a forcément commis d'autres crimes, mais pour l'instant, rien n'a été prouvé. Donc on va se pencher sur des affaires non résolues qui ont eu lieu en Virginie. Laetitia Lemon Brooks, par exemple, âgée de 20 ans, elle a été vue pour la dernière fois en août 2002 en train de quitter à pied son travail à Farmville, en Virginie. Tenez. Après ce moment-là, plus personne ne la reverra vivante. Elle a totalement disparu des écrans radars. Et Farmville, c'est situé à 48 minutes de Lynchburg, là où Jesse faisait ses études, souvenez-vous. Dans le même temps, Julie Marie Frazier, 19 ans, a été vue pour la dernière fois dans un bar à Norfolk, en Virginie, à la même date où Jesse étudiait à l'université de Christopher Newport, à 30 minutes de là où elle a disparu. Autumn Wynne Day, autre jeune femme. Elle aussi a été vue pour la dernière fois en train de faire du shopping sur The Foot Lion Grocery à 2 km de l'université de Jesse. C'était le 24 juillet 2000. À l'heure actuelle, on n'a toujours aucune nouvelle. 2 mois plus tard, Mae Rivera, une jeune femme de 31 ans, est elle aussi portée disparue après avoir quitté sa maison à 7 km de l'université, tenez, Christopher Newport, là où étudiait Jesse. Il a quitté l'université 1 mois après la disparition de Mae Rivera. Mais c'est pas tout, on continue. Shelly Carson, jeune femme de 18 ans, vue partie faire pour la dernière fois un footing le 14 août
2005. Son corps, lui, va être retrouvé sur une plage de Virginie. Elle a été battue d'une violence extrême. Ça a été tellement violent que ses parents n'ont pu la reconnaître que grâce à ses chaussures qu'elle portait le jour de sa disparition. Et pour le papa de Shelly, après avoir pris connaissance des meurtres de Morgan et de Hannah, il y a un lien entre ces meurtres et le meurtre de sa fille survenu en 2005. Et enfin, un dernier cas qui peut être connecté à Jesse Matthews, Cassandra Morton. Cassandra a été vue en train de marcher à Lynchburg le 10 octobre 2009, même période pendant laquelle Morgan Harrington a disparu de son concert. Sa famille a déclaré sa disparition 4 jours plus tard. Son corps en décomposition va être découvert, lui, 2 mois plus tard. Elle a été enterrée dans une tombe peu profonde, sous un tas de roches. En raison de l'état avancé de la décomposition de son corps, elle n'a pu être identifiée que grâce à ses empreintes dentaires. Mais aucune ADN n'a pu être prélevée à ce moment-là, donc on ne peut faire que des suppositions. Lors de son procès, Jesse Matthews va plaider coupable et va accepter 4 peines de prison à vie sans possibilité de remise en liberté, ce qui va lui permettre d'éviter la peine de mort. Ça a été un procès extrêmement long, extrêmement pesant pour les parents d'Hannah Graham. John, le papa d'Hannah, a expliqué qu'il ne voulait pas revivre le traumatisme de cette affaire et que sa priorité était que Matthews ne soit jamais capable de sortir et d'infliger à nouveau quoi que ce soit à des jeunes femmes. Le 15 septembre 2015, Jesse Matthews a été officiellement accusé de meurtre au premier degré et d'enlèvement avec intention de souiller dans le meurtre de Morgan Harrington. La date du procès, qui était initialement fixée au 17 octobre 2016, a été repoussée au 24 octobre 2016 parce que le 17 octobre, c'est l'anniversaire de la disparition de Morgan. Les dernières nouvelles de Jesse Matthews, rapportées par les médias américains, montrent que le 21 mai 2019, il a été diagnostiqué d'un cancer du côlon de stade 4. Il a été transféré de la prison d'État de Red Onion dans le comté de Wise en Virginie à la prison d'État de Sussex où il va pouvoir être soigné en Virginie. Il ne lui reste, selon les dernières nouvelles, que quelques mois à vivre. Les familles des victimes ont été évidemment averties de son transfert. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous allez continuer à être fidèles évidemment. Restez là parce que dans les prochains jours, il y a d'autres vidéos qui arrivent, notamment un grenier des horreurs pour Halloween et puis d'autres affaires sur lesquelles je suis en train de travailler, des affaires qui demandent beaucoup de temps. Et s'il y a des histoires que vous aimeriez que je raconte, je crois que ça se dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, soyez prudents, c'est important, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin.